Bonsoir à tous, bonsoir Zohra Darif Betat. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir Alors, il y a invité. quelques jours, nous avons célébré la journée nationale du Moudjahid, le 20 août. En toute franchise, en tant que Moudjahida, que signifie pour vous cette date, celle du 20 août? Moi, je garde en souvenir très très fort ce 20 août 1955, quand il y a eu la descente dans l'Est, Au nord constantinois. au nord Oui. constantinois. Et le souvenir que j'ai, c'était dans toutes les maisons, il y avait eu vraiment une peur. Il y avait la peur parce qu'il y a eu cette réaction violente des Français, de l'armée française. Et c'est ça qui m'avait frappé, la violence avec laquelle ils avaient réagi. Et en tant que Moudjahida, vous sentez concerné par ces célébrations, tous les 20 août qui célèbrent les combattants comme vous? Non, tu sais, parmi notre groupe, on n'a pas beaucoup survécu. A survécu Yassef, a survécu moi, je crois, du coup, de tout le groupe. Le groupe de la bataille d'Alger. De la bataille d'Alger, qui a été un moment extrêmement difficile pour nous. Il ne faut pas cacher qu'ils ont mis tous les moyens, qu'on vivait vraiment traqués, parce que, je l'ai toujours raconté, on a assisté à des tortures dans les maisons. Moi, j'ai le fameux 24 février 1957, ils avaient débarqué chez les Bouhired, chez Djemila, son oncle était vivant encore, et à 1h du matin, ils ont tout encerclé, et ils ont vidé toutes les chambres, ils ont mis les hommes féostadar à même le sol comme ça, qui est en pyjama, qui est en gondola. Et nous, et les femmes, on nous a parqués dans une des pièces. Et bon, on avait vécu des scènes comme ça, de descente de para, mais jamais cette manière de faire. On comprenait qu'il y avait quelque chose. Et à un moment, on voit l'oncle de Djemila Bouhired, Ammé, qui est un type grand, sportif, et ils viennent le chercher. Bon, on n'a pas... Bon, peut-être l'emmener pour fouiller les chambres. On avait encore des illusions. Et brusquement s'élève un hurlement inhumain. En fait, ils l'ont monté au premier étage et ils avaient trouvé... Il y avait une vieille femme qui avait des rhumatismes et elle faisait des pointes de feu à l'époque. Ils ont utilisé ce matériel Pour le torturer. Et donc, il était soumis au truc électrique, il ramenait les pots d'eau. Mais c'était... jamais j'oublierai ce cri. Ce cri, c'était animal. Et cela nous amène donc à la bataille d'Alger, dont vous avez été Eh bien, l'une des nous figures. étions à la bataille d'Alger. On était en pleine donc, bataille d'Alger, qui et- a un peu commencé la bataille d'Alger avec les bombes que vous avez déposées fin septembre 56. C'est ce qui a déclenché C'est- le début de la bataille d'Alger au début de l'année 57, avec notamment la écoute, grève. ce qu'ils oublient toujours de dire, c'est que le FLN a eu recours aux bombes en réponse à ce qu'a fait, comment ça s'appelait, le mouvement de droite. Ils effacent toujours le fait qu'ils avaient déposé une bombe Rue de Thèbes. rue de Thèbes. Oui. Et je ne sais pas, en fait, tu connais bien la Casbah, les maisons sont... Ça a été un carnage. Étant vous-même une des figures emblématiques de la bataille d'Alger, Zohra Darif,
Pour vous, est-ce que la bataille d'Alger a été une étape décisive de la guerre d'indépendance, même si elle s'est terminée 5 années avant l'indépendance? Mais écoute, je pense que le fait qu'elle ait eu lieu déjà, c'était dans la capitale. Et la presse nationale française et internationale était ici. Et il y a eu des... ça a permis de pas internationaliser, afin de découvrir la réalité de ce que faisait l'armée française en Algérie. Ça a été, ça se passait à Alger. Par exemple, la grève des 8 jours. Les Français avaient beau dire que c'est le FLN qui était, etc. Mais la presse était là. Ils ont bien vu qu'à Alger, c'était une ville morte. Je pense que ça a eu un impact important pour faire connaître d'abord ce qui se passe, l'engagement de tout un peuple, parce que quand la presse voyait toute la Casbah vide, que malgré les pressions qui étaient faites, les marchés qui étaient tenus en général par des Algériens étaient vides, que malgré les actions menées, où ils cassaient les magasins, etc., ils ramenaient les gens et que les gens repartaient tout en sachant qu'ils risquaient gros, et ils ont risqué gros. Je pense que ça a été très très important pour faire connaître. Je sais qu'il y a des gens qui disent que ça avait été une erreur de la part de la direction, cette grève des 8 jours, etc. Moi, je pense que ça a permis de faire connaître au monde entier ce qui se passait en Algérie. Et pour le grand public, vous êtes celle qui a posé la bombe au Milk Bar. Oui. C'était en septembre 56. On ne va pas refaire le débat des bombes. Oui. Il y a eu un grand débat. Vous avez dû affronter une ancienne victime, les pour et les contre. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez la même chose? Certainement. Certainement, parce que on se battait avec les moyens qu'on avait. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vrai que la bombe a été déposée, on l'a déposée, c'était en réponse à ce qu'ils avaient fait. Ils utilisaient tous les moyens. Et je veux insister sur le fait que c'est nous. On était, il y avait Jamil Abou Hiral, Samir Al-Akhdari, etc. Moi, j'ai beaucoup lu la guerre en Indochine, etc. Et on avait plaidé devant l'Habib El-Mehdi pour lui dire, quand vous envoyez un des militants dans la ville européenne, parce qu'il faut bien dire qu'il y avait la ville européenne où la vie continuait normalement, et il y avait les quartiers à majorité algérienne, musulmane, comme il disait, la Casbah, Bellecour, Clos-Salambier, où on vivait dans la terreur, où à 7 heures du soir, tout le monde était terré dans la maison. Alors, tu avais d'abord ça, tu venais de la Casbah, tu arrivais, rien n'avait changé pour les Européens. Ils continuaient à vivre, alors que nous étions comme des rats, que nous et la population, dès la tombée de la nuit, tout le monde se précipitait pour s'enfermer chez lui. Or, nous avons dit à Sélab,
c'est injuste ce que vous faites. Vous envoyez un militant pour faire une action, abattre un commissaire qui avait fait des siennes, etc. Mais il revenait jamais. Parce que dès que l'action avait fait, ça n'était pas que les patrouilles qui se trouvaient, ou la police, c'était toute la population qui allait derrière lui le chasser. Ouais. Et en général, il le lynchait. Oui, il le lynchait. Donc on avait dit, c'est pas juste. Donc c'est quoi la solution que vous avez proposée à Al-Arbi Ben Mehdi? On a dit, voilà, nous, on passe très bien dans la ville française, on passe pour une frère, on parle français, on s'habille comme elle, on a les mêmes trucs. On peut toucher des endroits stratégiques et nous en sortir. Et c'est ce qui est arrivé. Quand il a été convaincu et qu'on a eu le laboratoire de bombes, ce qu'on oublie de dire, c'est que la bombe du Milk Bar, le choix du Milk Bar, avait deux sens. C'était le côté arrogant de la population européenne, de l'armée, etc. Les gens continuaient à vivre, c'était brillant, c'était le début, donc t'as ce genre enfin le Milk Bar qui revenait après la Seconde Guerre mondiale, c'était style américain, puisque les gens n'ont jamais dit. Et le choix était aussi pour ça, c'est que c'était face à l'état-major. N'oubliez pas que le général Massu et son état-major étaient installés en face, là où il y avait le FLN. Là où il y a aujourd'hui une annexe du Sénat, je pense, à côté de l'APC d'Alger Centre. On est bien d'accord. Place Émir Abdelkader. On est à la place Émir Abdelkader. C'était l'état-major de Massu, de Godard, etc., qui l'avait saccagé la Casbah, torturé dans les maisons. Bon, c'était difficile d'aller déposer une bombe comme ça à la porte de l'état-major. Ça n'a pas été choisi par hasard, le choix du Milk Bar. Le choix du Milk Bar, c'est ce que vous dites. Mais c'est ce que je dis. Il n'a pas été choisi par hasard. Pardon? C'est vous qui avez choisi le Milk Bar oui. ou on vous a demandé d'aller au Milk Bar? Non, on ne nous a rien demandé. Et ça, c'était une pratique de Si Mohamed, qui a été un grand l'Arbi Ben Mehdi, qui nous donnait quel était l'objectif recherché, et il nous disait, c'est vous qui êtes, qui allez sur place et qui voyez, vous choisissez. Voilà notre but, voilà ce qu'on veut atteindre, et maintenant c'est à vous d'organiser. Vous parlez souvent de vos camarades de combat, de vos camarades femmes de combat. Si vous deviez choisir un mot pour les qualifier, comment était vraiment la relation avec vos camarades, surtout depuis le début de la bataille? Sincèrement, c'était une relation réellement très intime, de sœurs, d'amis. Ça ne voulait pas dire que c'était, se bagarrer, mais comme des frères et sœurs, disons. S'il y avait une qui vous a le plus marqué, ça serait qui? Et certainement Hassiba. Parce que Hassiba Ben Bouali était très jeune. Et moi, je connaissais sa famille. Quand elle a débarqué à la Casbah, je savais parfaitement qui elle était. Elle était issue d'une grande famille de chez nous, l'Osnam, les Ben Bouali, très connus, des Arabes, des Khaïs, de l'ancienne famille, et qui a vécu une vie de fille de famille riche et moderne, très moderne. Avec le recul, que représente pour vous aujourd'hui l'engagement des femmes dans la guerre d'indépendance? Écoute,
Moi, ce que je veux corriger, vous êtes jeune, vous n'avez pas souvenir, mais la femme algérienne, même pendant la période de la colonisation, c'était la femme. Au fond, les hommes, chez nous, faisaient quoi? Ils se levaient le matin, etc., allaient au marché, envoyaient le panier à la maison et vivaient à l'extérieur. Par contre, l'éducation, la formation, la truc, c'était les femmes algériennes. Elles sont toujours... on n'a jamais su mettre vraiment en exergue le rôle fondamental qu'ont joué les femmes à travers le temps dans la transmission aux enfants de leur passé, de nos origines, et qui ont fait que très jeunes, nous savions qui on était, où on était, des Algériens dans leur pays. Et ça, je crois que c'est ça qui a été essentiel. Comment vous avez vécu, Zohra Drif, la période de votre arrestation? J'ai été arrêtée et mis au secret pendant 20 jours. Je n'ai pas été torturée. Et cela grâce à deux grandes dames, Germaine Tillon et Simone, qui a été ministre de la Justice. Simone Veil. Simone Veil, que je ne connaissais pas. À ce moment, elle était directrice du cabinet du ministre de la Justice, qui était... Oh là là, ma mémoire perd. C'était le prédécesseur de François Mitterrand, je pense. Non, c'était pas François Mitterrand. C'était son prédécesseur. Parce que François Mitterrand était ministre de la Justice pendant la guillotine d'Ahmed Zabana et les autres combattants. Là, vraiment, ça... tout le monde sait que le rôle qu'il a joué. Oui. Hein, je crois que en tant que ministre de l'Intérieur, puis comme garde des Sceaux. Et ministre de la Justice, le nombre de personnes exécutées, de condamnées à mort, très jeunes, même les jeunes qui avaient 16 ans, ça a été pendant le règne, j'allais dire, de François Mitterrand en tant que ministre de la Justice. Il a été implacable. Donc 20 jours de garde à vue qui ont précédé votre emprisonnement. Oui. Eh bien, j'étais enfermée à la Villa Nador, elle existe toujours, elle est toujours fermée. Et l'ironie du sort faisait que la Villa Nador est face au lycée Descartes actuellement, qui était à l'époque le lycée Fromentin, où j'ai fait toutes mes classes secondaires en tant qu'interne. Alors tu sais comment c'est qu'on est jeune, et puis pour moi c'était un signe des dieux. D'être en face de votre ancien établissement. Eh bien oui, quand je rentre, je vois le lycée Fromentin où j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence. Et bien entendu, comme tout prisonnier, je rêvais que d'une chose, c'était de pouvoir m'évader. Mais en fait, parce que je me disais, si j'arrive à... Je connais Fromentin. Au bout des doigts, je connais les petits endroits où on peut se cacher. Vous aviez élaboré des plans d'évasion? Des rêves d'évasion, parce que je savais que... Plutôt que des plans, oui. Et en fait, on m'a enfermé dans une pièce pendant 20 jours, avec moi, nuit et jour, un par un. Les fenêtres, tu sais, murées comme ça, tu voyais rien, avec une espèce de lampe comme ça, amcha. Le mot me venait en arabe, amcha. Et sur un matelas qui était mis dans le coin. Et moi, la vérité, je vivais d'abord la terreur, parce qu'il y avait avec moi nuit et jour un par un. Et je ne l'ai pas aperçu tout de suite quand on m'a mis. Et puis ensuite,
j'ai été torturée par le fait que pendant tout ce temps, parce que j'ai découvert, quand on a été arrêté, que l'agent de liaison de Yassef, avec, pas l'agent de liaison, un de ses adjoints, Gendrich, avait été arrêté, retourné, et que pendant près d'un mois, on travaillait directement avec Godard et Gendrich, ayant été arrêtés, retournés. Et nous, on ne s'est pas rendu compte parce que tu sais, il y avait un système d'alarme. Quelqu'un disparaissait, il y avait tant de temps, il fallait faire ceci, cela. Quand Gendrich a été arrêté, il a été vite retourné. Il connaissait tout le système, qui fait que Yassef, qui avait comme ça, un pressentiment incroyable, eh bien, il ne s'est pas rendu compte. Ce qui fait qu'on a travaillé pendant un long moment directement avec Godard. Mais sans le savoir, en fait. Bien sûr, sans le savoir. Donc, quand on a été arrêté, ça a été terrible, et qu'on nous a amenés directement comme des trophées dans le bureau de Godard, il avait devant lui une carte, la bataille d'Alger, avec à la tête il y avait Ali, Hassiba, Saadi, Hatina, à la tête, et puis des carrés comme ça. Et à chaque arrestation, il mettait un petit drapeau. Alors, vous imaginez la découverte. Comme ça, je lève les yeux et je vois la bataille d'Alger. Alger, tout le truc. Et effectivement, pratiquement tout le monde était arrêté. Il restait en haut, Yassef. Alors, ce qui a été une torture, c'est comment avertir Hassiba et Ali que Gendrich, qui se faisait appeler Safi, son nom de guerre, c'était en fait l'armée française. Parce qu'il ne le savait pas encore. Non, à cet instant précis, Aïe Lapointe et Hassiba Ben Bouali ne savaient pas que... Non, parce que... et en fait, quand on a été arrêtés, nous étions, chez la maison, chez Oukhiti Allah Yarhama, Fatiha Bouhirid, et eux étaient dans la maison en face. En vérité, on vivait ensemble, mais on était tout le temps les quatre Hagda, mais quand il y avait un travail spécial à faire, or Yassef avait dû se déplacer de la maison, enfin 4 heures du matin, il n'y avait personne, il est venu, parce qu'il avait un rendez-vous avec Hadj Ismail, il était Bachad el-Dzaïr. Et on avait eu des contacts avec Germaine Tillon, des contacts avec... On avait fait un rapport pour les frères à Tunis, pour dire voilà ce qui est arrivé, et voilà ce qui se passe, et voilà la partie française, ce qu'elle dit. Donc Yassef avait fait tout le résumé de tout ce qui s'est passé, et il a amené, voilà, l'erreur fatale dès que vous faites... C'était la faille. Il est venu chez nous, il avait été arrêté, et il savait où on était, où était l'abri, et tout, et ça s'est passé comme ça. Vous avez passé 5 ans en détention. Oui. Et je pense que vous voulez raconter ces 5 années dans un prochain livre. Oui. C'est quoi l'essence même de ce que sera votre prochain ouvrage, Zola Drif? Mais écoutez, pour nous, c'était pas la fin du combat. Ok, on était en prison, mais on était tellement convaincus, il n'y avait pas l'ombre d'un doute, que tôt ou tard, nous aurions
l'indépendance, alors on s'est assigné 2 buts. Un, nous battre contre l'administration pénitentiaire pour établir notre statut de prisonnier politique. Ouais, c'était et votre de stratégie. nous faire appliquer les conventions de Vienne ou de Genève, les conventions internationales. Donc on a fait des grèves de la faim, etc., pour avoir un régime politique, et 2, nous préparer à l'indépendance, c'est-à-dire la plupart des combattantes qui étaient avec nous étaient ou analphabètes ou qui fait. Il y avait certaines qui, comme Jacqueline Guérout, qui était déjà licenciée, formée politiquement. Enfin, on avait tout. Il y avait les arabisantes, les francisantes. Et donc, on a, chacune d'entre nous, transmettait aux autres ce qu'elle savait. Donc, on a alphabétisé celles qui ne savaient pas écrire et lire. Et on a même passé des examens en prison. Quand on a été transféré en France, il y a eu plusieurs grèves de la faim à travers toutes les prisons françaises, hommes et femmes. Et donc on demandait le régime politique, on n'était pas des droits communs. Et dans ce régime, on demandait à recevoir des livres. Parce que ce qui est très curieux, dans les prisons de France, même les centrales, où les gens passent 20 ans et 30 ans, vous savez qu'il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de livre, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Vous pouvez passer des journées entières assises comme ça sur un banc, je pense surtout au droit commun. Vous étiez seul en cellule ou avec d'autres détenus? Alors, à Barberousse, c'était des dortoirs. Oui. On était. À Fulharrach, c'était des cellules poulaillées. Quand vous rentriez, vous aviez l'impression de rentrer dans un grand poulailler. C'était très grand et il y avait de part et d'autre des cellules. Donc, le côté bâti arrivait jusque-là, et bon, un peu, mais la porte était grillagée à moitié et les cellules n'arrivaient pas jusqu'en haut. Il y avait un grillage. Vous aviez l'impression d'être dans un poulailler. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Sauf qu'un donc il y avait des cellules bâties jusqu'à Hagda. Mais la porte, jusqu'à la moitié, était grillagée. Donc les surveillantes, quand elles venaient, elles regardaient, elles nous voyaient. Oui. Mais les cloisons entre les cellules ne montaient pas jusqu'au plafond. Elles arrivaient à moitié du mur. Et le haut était grillagé. Or, comme dans la Casbah, parmi nous, il y avait des très jeunes. Et puis, la vérité, on ne s'est pas laissé faire. On était pas disciplinés. Enfin, on se battait. Et alors, il y avait 2 ou 3 sœurs qui étaient exceptionnelles, qui grimpaient, on dirait, des singes. Et elles ont le haut, qui était un long truc comment on dit, grillage. On est arrivé à truc. Et dès qu'on était enfermés, que la surveillante partait, il y avait 2 ou 3 qui étaient très agiles, elles montaient, elles sortaient. Elle relevait le grillage, elle sortait et elle ouvrait toutes les cellules. Donc on passait les soirées ensemble. C'était pas très agréable non plus parce que, tu sais, quand tu vis 24 heures sur 24, tu as envie, à partir d'un moment, tandis que nous-mêmes, il y avait ce système, comme on n'avait pas de livres. Et vous avez passé plus de temps à Al-Harrach ou à Serkaji? Non, à Serkaji, je n'ai pas passé beaucoup de temps. Hein. Donc c'était majoritairement, la plupart du temps, de ces 5 années, c'était Al-Harrach. Et Al-Harrach, et après on a été transféré en France. Et c'est pour ça que
je lis sur le prison, quelquefois je me dis, bon, peut-être c'est exagéré. J'ai pensé, comme titre, La France à travers ses prisons. Parce que vous avez vécu les prisons françaises. Parce qu'on nous a emmenés ensuite. J'ai fait, bon, donc ici à Alger, le Harrach, Barberousse. Oui. Marseille, j'ai fait les Baumettes. J'ai fait Toulouse. J'ai fait Pau. J'ai fait Fresnes. J'ai fait Rennes. Ça a dû être, pour vous, personnellement, c'est terrible, tous ces transferts. Un transfert d'une prison à une autre est toujours difficile pour un détenu, Zohra Driff. On m'a transféré toute seule de Toulouse. Je me suis retrouvée toute seule. Là, c'était une prison horrible. Tu sais, il y a donc les prisons Empire et qui étaient tenues par des sœurs religieuses. Je dois dire, c'est peut-être leur doctrine, tout ce que tu veux, la repentance, etc. On préférait les gardiennes civiles, comme on disait, qui étaient normales et humaines. Tandis que donc, les sœurs religieuses étaient extrêmement dures. Moi, j'ai toujours compris que c'était leur truc, la manière de te repentir vis-à-vis de Dieu. Elles étaient dures avec vous parce que vous étiez musulmane? Non, non, c'est parce qu'elles étaient les gardiennes de... Non, je crois, non. Ah ben, écoutez, on ne se laissait pas faire, hein, quand même. Quel était votre état d'esprit? Est-ce que vous vous disiez « je vais bientôt sortir » Est-ce qu'il y avait un espoir selon vous? Oui. On se disait, on passe 10, 20 ans, tout ce qui fait. Ah, mais... Vous avez quand même imaginé rester 10 ou 20 ans? Ah ben oui, il y avait des moments terribles, hein, quand il y a eu... Vous pensez que l'indépendance aurait pu arriver aussi tard que ça, c'est ça? Ben, vous savez, ils ont mis le paquet, en fait, quand... je pense que la dernière tentative a été le général de Gaulle, et il s'est rendu compte... que c'était un échec. Que c'était impossible, que c'était l'adhésion de tout le peuple. Et je pense que de Gaulle a eu à ce moment la réaction pour son pays. Je ne vais pas m'enferrer dans une guerre. Et c'était quand même les années où il y a eu le développement après la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Quand on est en prison, on est un peu coupé du monde. Pour votre cas, est-ce que vous étiez au courant de l'avancée de la guerre, des négociations et de la lutte des clans qui avait aussi commencé? Alors, ce qui était... je rends hommage aux avocats, et les avocats algériens et les collectifs qui se sont formés en France, à Paris, le Parti communiste français, le collectif de Jacques Vergès, etc. Parce qu'après, Vergès, en fin de compte, Vergès a été... Subhanak, c'est des... Quand Jamila Bouhired a été arrêtée, elle était blessée. Elle a été mise à l'hôpital militaire Bab el-Oued. Ancien hôpital Maillot. L'hôpital Maillot. Et nous avions le père de sa tante qui était infirmier à l'hôpital Maillot. Donc c'est lui qui nous a informés, elle est venue, elle est là, elle était là. Et on avait même songé à la faire évader. De l'hôpital? Oui, elle était blessée à l'époque. Et la veille du jour où l'action allait être menée, elle a été transférée. Et comme elle était blessée, et on ne savait plus où elle était, que les gens mouraient, donc elle a les réflexes de mes études et puis des lectures des journaux. Je voyais des avocats qui venaient
Ils descendaient tous à l'hôtel, comment ça s'appelle? Celui qui est en réflexion. Aletti. Voilà. Ils descendaient là-bas. Et comme on suivait les journaux, il y avait les noms. Et ce jour-là, donc on apprend qu'elle a été transférée. J'ai décidé, sans dire, avec la complicité de Hassib al-Rahma, de descendre à l'hôtel Aletti avec la mère, d'aller voir la mère de trucs, et de toucher un avocat. Parce que j'étais convaincue qu'ils allaient la tuer sous les tortures, ils en ont tellement tué. Et je demande, quand j'arrive, d'un maître Zavaro. C'était lui qui était sur les journaux. Et le portier, qui était un Algérien, et qui avait compris, donc il y avait toujours... Il dit, il est parti, il a pris l'avion. Je me suis liquéfié, et il me dit, mais vous savez, il y a un autre avocat français qui est arrivé ce matin, Vergès. Et je lui dis, appelez-le. Alors, il y a une scène amusante, parce que Vergès, ça fait très français. Alors, il l'appelle, donc avec Khoukhiti, on attendait en bas assis sur le truc. Et puis alors, on voit arriver un petit monsieur, il n'était pas très grand, un peu le truc asiatique. L'Indochine, et puis on était plein de trucs. Khoukhiti, Allah yarhamha, était assise à côté de moi, وقالت لي يا طفلة وهذا شنو؟ يجيب لك ربي رايح يقدر. Et moi, j'allais lui répondre, et je vois Vergès, que je ne connaissais pas encore, qui me regarde comme ça. Je vois qu'il veut dire quelque chose. Parce que là, on parlait normalement. Il me regardait comme ça, et puis il me disait, ah, j'ai compris. Il me disait, ne parlez pas, il y a des... Et c'est comme ça qu'on a... Donc la rencontre avec Maître Vergès était totalement hasardeuse. Et le hasard a bien fait les choses. Oui, absolument. C'était un de vos avocats par la suite, Jacques Vergès? Non, à ce moment, il a eu des problèmes après. Parce qu'en fait, après, c'est devenu un militant du FLN. Et c'est lui qui a mené la campagne de dénonciation des tortures. Et à l'époque, avec Lindon, qui avait une maison d'édition, ils avaient fait les cahiers jaunes, verts, on avait donné une couleur, des disparus de la bataille d'Alger. Donc, il s'est engagé, c'est comme ça qu'a commencé la campagne de dénonciation des actes de l'armée française ici. C'est Vergès. Vous avez par le passé évoqué dans certaines interviews votre absence de rancune ou de rancœur. Mais aujourd'hui, y a-t-il des gens, Zohra Drif, que vous ne pardonnerez jamais? En tout cas, je ne pardonnerai jamais à Godard et Titi Canty de ce qu'ils ont fait subir à l'armée française. Godard, c'est l'armée française. Et vous savez que les disparus de la bataille d'Alger, parce qu'on avait un grand cahier, les disparus à des masses. Et vous savez où ils sont? C'est ce que eux, et c'est écrit, je peux vous envoyer les références du livre, ils répétaient, c'est connu chez eux. C'est ce qu'ils appelaient les crevettes Bijards. Parce que tous ces gens qui ont été torturés pendant la bataille d'Alger, dont on n'a pas retrouvé les corps, et c'est des masses, eh bien ils disent que certains ont été enterrés dans des villas, n'importe où, et beaucoup jetés dans le port d'Alger. Et eux-mêmes, entre eux, quand ils parlaient, c'est eux dans les livres Tahom, parlaient des crevettes Bijards.
Les victimes Alors, de si Bijar. jamais nous avons des jeunes plongeurs là, qui font la plongée sous-marine, ou là les gens du métier, je suis convaincu que s'ils plongeaient dans le port d'Alger, ou je ne sais pas où, de quel côté, ils trouveraient beaucoup de Donc squelettes. vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des chances de trouver des restes de martyrs dans le port d'Alger en ce moment? Ben, je ne sais pas comment se décompose encore, ça fait truc, mais ça, je renvoie aux lectures de... oh là là, il a écrit un livre avec un cynisme, son nom m'échappe. Et lui dit clairement, et eux, entre eux, ils appelaient ça les crevettes Bijar. Zohra Drif, 63 ans après l'indépendance, la relation entre l'Algérie indépendante et l'ancienne puissance coloniale, la France, est toujours aussi conflictuelle. Quel est selon vous le secret de cette interminable mésentente? Écoutez, un jour, j'ai rencontré dans l'avion, oh là là, comment il s'appelait, le fils d'un des qui ont fait partie des pourparlers des Jox. 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 Jox, voilà. Oui. Qui était ministre de l'Intérieur, oui. Jox, c'est un mot dans un livre que je dis, Jox. Et Jox, on était dans l'avion et puis on a parlé. Ben, il m'a dit, vous savez, les fortunes colossales qui ont été faites, déjà dès qu'ils sont rentrés avec les délégations algériennes, il y avait les délégations financières. Vous parlez du début des négociations? Non, je veux dire, Homa, ils ont fait des fortunes colossales. Bien sûr qu'avoir perdu l'Algérie, pour eux, ils s'en remettront jamais. Même, regardez, c'est quand même pas normal que les nouvelles générations françaises, une partie des nouvelles générations françaises qui n'ont pas connu l'Algérie et qui n'ont pas comme ça, restent à ce point, gardent une haine violente vis-à-vis de nous. Pour vous, c'est ça la raison de la mésentente entre l'Algérie et la France aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours cette nostalgie de l'Algérie française? Il y a tu leur as enlevé leur... je crois, et c'est transmis dans les familles, les enfants grandissent dans les familles, donc... Avec ce même esprit anti-algérien? Avec ce même esprit. Je crois beaucoup que c'est ça. Avec la montée des extrêmes en France aujourd'hui, notamment l'extrême droite, et le sentiment anti-algérien qui se nourrit, est-ce que vous pensez que ça rend encore plus difficile un rapprochement entre l'Algérie et la France? Vous voulez que je vous dise ce que je pense? Je ne comprends pas les Algériens. Ils disent le Khmena. C'est eux qui ont besoin de nous. Pourquoi? C'est ça, voilà. Ce qu'il y a, moi-même, je me faisais le reproche. Enfin, pas le reproche. Au début, la constatation. Parce que, je pense que c'est ça, parce que il y a eu des Français qui ont quand même, pendant la guerre d'Algérie, qui ont été à nos côtés. Choisi le camp de l'Algérie. En fait, vous prenez, même s'ils voyaient les choses différemment, mais c'était des républicains, démocrates, vous prenez, je sais pas, à l'époque, hein, le Nouvel Observateur, etc. C'est des gens qui ont pris des positions à l'époque. Vous savez, les Algériens, on est toujours reconnaissants envers les personnes qui nous ont montré. Donc on n'a pas gardé un sentiment de ressentiment contre...
Pour nous, c'était l'extrême droite, c'était des trucs. Khlas. Il y a eu une partie des Français qui avaient des positions correctes. Il y a des Français qui nous ont aidés, les porteurs de valises, etc. Il y a eu des journalistes qui ont pris des positions à l'époque où la guerre battait son plein, qui ont dénoncé les tortures. Anna, on leur a été toujours reconnaissant. Moi, justement, vous me donnez l'occasion de rendre hommage à une grande dame qui est Simone Veil. Vous savez, quand ils nous ont transférés en France, on a fait plusieurs grèves de la faim pour avoir le régime politique. C'est dans le régime politique, on avait notamment le droit de recevoir des livres, un régime plus humain. Et à l'époque, Simone Veil était directrice du cabinet du ministre de la Justice, qui était... On retrouvera son nom plus tard. On retrouvera son nom plus tard. Oui, c'est celui qui a été contre la peine de mort en France et qui l'a banni. Robert Badinter. Robert Badinter était ministre de la Justice et elle a été... Eh bien, moi je rends hommage à Simone Veil. J'ai pu, après qu'on ait fait les grèves et qu'on ait reçu, j'ai passé mon examen de seconde ou de troisième année, non, de seconde année de licence de droit en prison. Puisqu'on nous a donné un certain nombre de droits, et notamment celui de nous inscrire dans les cours par correspondance. Alors certaines, nous on a travaillé, certaines ont présenté le bac, l'ouahda, au niveau où elle était. Eh bien moi, à l'époque, j'étais en seconde année de licence de droit quand on m'a arrêté. Eh bien, il y a certaines... tu sais que les facultés là-bas sont libres. Par exemple, on était à Pau, Bordeaux, qui était vraiment d'extrême droite, a refusé mon inscription. Et c'est elle qui m'a fait inscrire à Paris. J'ai travaillé donc de Pau. Et au moment des examens, eh bien, elle m'a fait transférer à la prison de Fresnes, a permis à des avocats et à un jeune, qui était de la fac de droit, qui corrigeait mes devoirs de venir me voir. Et c'était important parce que je travaillais comme ça sur des polycopes, etc. Je ne connaissais pas l'atmosphère, les professeurs, etc. Donc les 15 derniers jours, ce monsieur venait me voir et j'ai appris tant de choses. Et c'est grâce à elle. Et elle m'a fait la faculté de Paris. Il y a des règles, pas seulement Paris. Les examens doivent se passer dans les murs de la fac, jamais à l'extérieur. Au moment de passer l'examen, la fac de Paris a dit non. Je ne donne pas les sujets à quelqu'un qui va les amener en prison. Et comme j'étais considéré comme élément dangereux, et ben c'est Simone Veil qui a pris sur elle, qui m'a fait transférer de la prison à la fac de Paris pour passer mes examens. Bon, bien sûr, on m'a mis dans une pièce toute seule, gardée, tout ça, mais c'est à elle que je le dois. On vérifiera plus tard le nom du ministre français de la Justice parce que Robert Badinter a été ministre en 1981. Donc on vérifiera après le nom de celui dont Simone Veil a été chef de cabinet. Zohra Drif, on va parler aussi. On va parler d'un combat qui vous touche énormément. C'est le combat pour les droits de la femme algérienne. Vous avez été avocate, vous avez aussi été sénatrice, membre du Conseil de la Nation, et vous déclariez en 1999 qu'il y avait plus de femmes dans le Sénat algérien
que dans le Sénat français, à l'époque, grâce notamment à la parité et au système de répartition. Est-ce qu'il y a, selon vous, aujourd'hui, une marche arrière en termes de représentativité des femmes dans la vie publique et politique en Algérie? J'avoue que je ne suis pas exactement, mais je pense qu'un retour en arrière est impossible en Algérie. Je pense. Je pense que les femmes, en dehors des trucs politiques, se sont incrustées partout. Vous allez en médecine, vous allez chez les magistrats, vous allez chez les avocats, vous allez chez les ingénieurs, vous allez chez les chercheurs. Les femmes sont et ont leur place. Bon, maintenant, il reste certainement... bon, il y a le mouvement qu'on connaît, qui a essayé, même de manière sanglante, de faire reculer les femmes, mais moi je crois qu'en Algérie c'est irréversible. Quand vous voyez le taux, il n'y a pas une famille qui vous dit « Malkharij Benti ». Il n'y en a pas, j'en connais pas. Et quand vous voyez le taux de représentation dans les lycées, à la faculté, dans les différents corps de métier, la femme est partout. Et bon, il y a le côté sexiste, etc., ce qui existe un peu partout. Et vous avez aussi milité contre le code de la famille. Ah, bien sûr, le code de la femme, là, c'est... Mais rappelez-vous, à quelle période il est... En 85, je pense. C'était au moment des islamistes et du mouvement. Bon, ça, évidemment, il y a le côté un peu macho des hommes qui est un peu partout, hein, qui n'est pas propre à l'Algérie. Hein. Quand vous... écoutez, si vous voyez le Code civil français, et je ne sais plus maintenant comment ça a évolué, et je me souviens, vous savez que je pense que ça a changé. Mais par exemple, la citoyenne française ne pouvait pas, par exemple, devenir commerçante ou rentrer dans le truc du marché sans l'accord de son mari. Et puis, il y a beaucoup de dispositions à l'époque et qui étaient le reste d'un passé, l'Église catholique, ceci, cela. Mais vous Donc avez moi, je parlé de pense machisme. que c'est un combat à mener de manière permanente. De manière permanente. Vous avez parlé de machisme. Est-ce que vous, Zohra Dreif, en tant qu'avocate, militante, sénatrice, vous avez vécu ce machisme dans la vie de tous les jours et particulièrement dans la vie publique et politique? Eh bien, écoutez, moi j'étais au Sénat et j'observais quand je suis arrivée, au moment des élections, des structures du Sénat, président, les vice-présidents, les présidents de commission, etc. Et je remarquais que nos collègues, et même dans le tiers présidentiel, puisque il y avait les différents partis. Il faut rappeler que vous étiez nommé par le président Abdelaziz Bouteflika. Même dans le tiers présidentiel, j'ai remarqué que les collègues venaient un jour et nous disaient voilà, il y a l'élection des structures, le vice-président, le président, le ceci, les commissions. Alors voilà, on a fait une réunion et il y avait les deux partis, le FLN, etc. Et chacun démarchait dans notre propre tiers. Et jamais on a été associés. Ils décidaient et ils venaient nous dire votez pour nous, pour les deux partis. Première année, deuxième année, puis un jour je me dis mais ils sont gonflés.
Ils décident entre eux. Et nous, on compte pour du beurre. Donc il y avait un groupe de... Et c'est là où ils sont venus nous voir, on a dit non, on ne marche pas. Là, vous parliez en tant que tiers présidentielle, pas en tant que femme. Oui, mais après, on avait nos... Et alors, on s'est battu. Et c'est comme ça qu'on a dit, il n'y a pas de raison. Pourquoi? Vous considérez que vous aviez moins de légitimité, car étant une sénatrice nommée qu'élue, c'est ce que pensez... Non, c'était pas sur le fait d'être nommé ou d'être élu. C'était dans le fait de l'encadrement des structures du Sénat. Vous aviez les commissions, à la tête vous avez des présidents, les vice-présidents, les responsables de trucs. Et à la présidence, il y avait un président et 2 vice-présidents. C'était à l'époque de Béché Boumaza, si je me trompe. Non, c'était à Trad Ben Salah. Mais c'est à dire. Ben Salah. Ouais. Et jamais il ne proposait une femme. On a bien pris le temps de bien comprendre des rouages et tout. Et un jour, on leur a dit non, on ne marche pas. Donc ça, c'est le machisme au Parlement. Mais c'est même pas le machisme. C'est leur droit, tu vois. Même eux, je ne pense pas qu'ils le faisaient parce qu'on était des femmes, mais parce que c'était ainsi. Le président devait être un homme, les vice-présidents un homme, les présidents de commission. Alors, on a dit, il y a 2 vice-présidents, il y a le président, 2 vice-présidents. Un des postes de vice-président doit revenir automatiquement aux femmes du... Non, même si c'est vrai, on était beaucoup moins qu'eux. Mais, et alors c'est à ce moment, on a eu, moi j'ai été vice-présidente du Sénat, on s'est battu, on a eu les 2 trucs. Il y a eu un poste de vice-présidente, et à l'intérieur des commissions, on a fait qu'ils présentent parmi les candidats des femmes. Zohra Darif, beaucoup l'oublient, mais vous avez été première dame pendant 43 jours, du 27 décembre 1978 au 9 février 1979. Vous étiez l'épouse du chef de l'État par intérim. Avant de vous poser la question de cet intérim, comment vous avez vécu à l'époque et appris la mort de Houari Boumediene? Ah oui, vraiment. Boumediene était un grand homme, vraiment. Et je pense que ce n'est même plus moi même qui le dis. J'ai vu plusieurs fois des vieux journalistes, un tas de Français qu'il a reçus, qui lui reconnaissent vraiment la stature d'un président. Ah. Et puis deuxièmement, c'était un homme extrêmement ouvert, contrairement à ce qu'on a pu dire. Il avait le souci de ce qu'il y avait en réalité et qu'on pouvait lui cacher. Et vous savez que c'est Boumediene, pendant tout le temps où il a été président, son numéro de téléphone, parmi les anciens, les journaux, des trucs. Et tu pouvais l'appeler directement et c'est lui qui répondait. C'était un homme droit. Et il était... Sincèrement, on a eu un grand président. Est-ce que vous considérez que son décès a cassé une dynamique en Algérie? Ou est-ce que son décès a aussi permis une ouverture politique et économique? Je pense que c'est sa vision. D'abord, moi, je pense qu'il a été tué. Vous savez bien
qu'il était atteint d'une maladie que maintenant je ne sais pas où ils en sont, qu'on connaît, mais qu'on ne sait pas soigner. C'est le sang. La maladie de Waldenstrom qui avait Voilà. été diagnostiquée par un médecin autrichien. Oui. Comment on l'attrape? Je garde en souvenir une réunion qui avait eu lieu, en tout cas au Moyen-Orient. Je pense que c'était à Damas, la Mecque de Bounissam. Et c'était tellement... jamais j'ai oublié. Si Boumediene donnait une conférence, c'était donc à la fin, n'oubliez pas que quand il a, avec le truc de ramasser tout son programme qu'il avait fait, qui avait fait sensation aux États-Unis, et je vais vous dire une chose que j'ai jamais dit en public. Et il était en train de faire sa conférence de presse. C'était le soir, il y avait des lumières. Chauffe, face à lui, il parlait. Et brusquement, il y a eu une lumière crue, tu sais, avec le flash blanc qui sortait de chez Hagda. وضربوا هكذا في عينيه. Il a fait ça. Moi, je suis certaine, enfin, il y a un qui lui a été inculqué de cette manière. Parce qu'il a eu c'était un type qui ne buvait pas, qui était très frugal. Si vous me dites باش عايش الكسرة كيما نديروها كسرة واللبن. Et qui, selon vous, aurait eu intérêt à tuer Boumediene? Écoutez, il ne faut pas oublier que quand il avait fait... rappelez-vous, il a été à l'ONU. Oui, en 74. Et il a fait son programme pour un nouvel ordre économique. Voilà. Et comment vous avez vécu? Alors, je vous dis une chose, que bon, je peux le dire maintenant, tous ces gens sont morts. Je ne citerai peut-être pas... Bon, je peux le dire. Enfin, je ne sais pas. Une personne, un officiel algérien, à l'époque, a été touché par un ambassadeur d'un pays très important et qui lui a dit, voilà, il a demandé à le voir. Et il lui a dit, voilà, nous avons des informations sûres et qui ont été coupées et recoupées. Une décision de tuer ces Boumediene a été prise par certains pays. Nous vous informons, sous le sceau du secret, personne à l'époque ne le savait. Maintenant, à vous de prendre des trucs, et puis vous avez aussi des lobbies là-bas, etc. Lorsque Houari Boumediene décède, le 27 décembre 1978, c'est votre mari, Rabah Bitat, Moudjahid la première heure, qui devient président par intérim. Vous devenez première dame par intérim, je ne sais pas si ça se dit. Comment vous avez vécu ces 38 jours à la présidence de l'Algérie? Comment votre mari l'a vécu? Écoutez, je ne le voyais plus, je ne le voyais pas beaucoup. Et pour lui, je vais aussi dire une chose que qu'on n'a jamais dit. Il était président de l'Assemblée. Et constitutionnellement, son rôle était de faire élire dans les 45 jours un nouveau président. Vous savez qu'il y avait le Conseil de la Révolution, etc., qui était pratiquement un truc et qui avait plusieurs candidats. Et c'était très... bon, quand vous voyez les candidats, les gens se battaient, etc.
les choses n'avançaient pas. Et Sir Bahra Ahmo les avait réunis, leur avait dit, écoutez, moi, le 45e jour, je veux installer le nouveau président. Ça, tout le monde était candidat. Un jour, جاه الله يرحمه اللي كان في الحزب à l'époque, il était de l'Est. Yahyaoui. Yahyaoui, الله يرحمه. جاء للدار. Moi, cette époque, j'ai décidé ni de sortir, j'ai coupé le téléphone, etc. Parce qu'il y avait les journalistes qui appelaient de partout. Et je ne voulais pas du tout, d'autant que on faisait la part, donc je ne voulais pas du tout qu'on puisse m'impliquer dans un truc alors que chez nous les règles étaient claires. جاء يحيى الله يرحمه وجا قال له شوف سي رابح. Il était chef du FLN, chef du parti. قال له شوف الجماعة قاعدين ماشي. On a décidé, fait partie, et d'ailleurs on va organiser même les responsables. On a décidé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Que c'est toi qui dois, le seul à même de nous faire passer cette étape, et tu as tous les attributs, voilà, c'est comme ça. Donc le FLN voulait proposer Rabah Bitat pour la présidence. Il a décidé. J'ai dit que Rabah, jamais de la vie. La conseil pour il faut qu'on نخرجوا من هذا البريكولاج et qu'on impose. On a fait une constitution, on l'a votée et on l'applique. Et je l'applique pour moi le premier. La constitution ne permet pas au président de l'Assemblée de se présenter et elle lui donne comme rôle, comme devoir, de passer cette période difficile et qu'au 45e jour, la vie reprenne son cours. Jamais. Qui m'aide qu'elle chauffe. Merci de la confiance que vous me faites tous, mais je pense que pour une fois, comme ça, on arrête les bricolages et force revient à la loi. Et finalement, ils ont choisi Chadli Benjdid. Est-ce que Rabah Bitat avait un candidat préféré? Parce qu'à l'époque, on disait évidemment que c'était entre Abdelaziz Bouteflika et Mohamed Salah Yahyaoui. C'est que chacun des membres du Conseil de la Révolution se battait pour être... Est-ce qu'il y avait d'autres candidats, Zohra Darif, à part ces deux qui étaient connus? Non. Pas les deux, c'était pas ces deux qui étaient candidats. Alors qui étaient candidats? Les membres du Conseil de la Révolution... Ils étaient tous candidats? Tous se battaient pour... c'est comme ça qu'Yahyaoui est venu voir là-bas. Comment veux-tu qu'ils élisent quelqu'un puisque tous... Et selon vous, comment s'est fait le choix de Chadli Benjdid? Sincèrement, je ne me souviens plus. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ose même pas. Je me souviens plus du tout. Ils ont dû être impôts. Je ne sais pas. Vous pensez peut-être imposé par l'armée? Non, je pose la question. Comment s'est fait le choix, justifié par la suite comme étant l'officier le plus vieux au grade le plus élevé? Est-ce que ce n'était pas une manière aussi d'écarter tous les autres candidats? Non, je ne me souviens plus que c'était comme ça. Ce que je me souviens, c'est que tous, Ben Sharif, les canaux Kamel, tous se battaient pour... Et est-ce que et Boutef se battait? Pour lui-même? Évidemment. Pour lui, c'était un échec de ne pas
avoir été président en 79? Je parle de Abdelaziz Bouteflika. Je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est que il s'est battu. Il estimait, là, moi, qu'il était le dauphin de. Qu'il était le plus légitime. C'est ça. Que pour lui, légitime, je ne sais pas. Bon, pour lui, sans doute légitime, puisqu'il se battait. On va voir maintenant des photos. Oui. Zohra Drif, j'aimerais vous faire réagir sur des photos plutôt du passé, d'autres dans un passé récent. Et j'aimerais qu'on les commente ensemble. Oui. Là, c'est l'actualité de ces derniers jours. Est-ce que vous reconnaissez? Oui, bien sûr. C'est où? C'est la Palestine. Comment vous vivez en tant qu'ancienne militante, combattante, la tragédie de Gaza? C'est ma deuxième. Je le vis encore plus mal que la bataille d'Alger, parce que la bataille d'Alger, ou la guerre de libération, parce qu'on était partie prenante et que vous êtes dans l'action, vous êtes. Mais de ne rien faire et de ne rien pouvoir faire, ça me. Je ne comprends pas, c'est l'inhumanité. Est-ce que vous ressentez une similitude dans le combat libérateur palestinien et algérien? Oui, on a des similitudes, mais je pense que les Palestiniens ont tellement plus souffert que nous. Depuis... nous avons eu la chance de nous être fédérés dans un... Et c'est ça que les 22, il faut dire, c'est les 22 de novembre, et qui ont désigné les 6, il y avait un côté démocratique, parce que le 1er novembre n'est pas arrivé comme ça. Au sein du MTLD, c'est là-bas, disait, nous, les militants de base, ils étaient pratiquement tous recherchés depuis l'os. Vous vous souvenez Oui. Il dit, on vivait, ils étaient recherchés, pratiquement abandonnés par le parti. Il gênait le parti, il disait. Il a dit, finalement, chacun de nous est allé dans la région et il vivait avec le peuple, avec la population, et en même temps, il faisait le travail de... Et il dit, nous savions que c'était le moment. Et bien entendu, au niveau du parti, c'était comme... Et c'est là. Donc, Mihum Amseken. On va voir une autre image. On ne pouvait pas vous accueillir sans parler de Abdelkader Drif, qui est votre frère, qui était un amoureux du football et du Mouloudia d'Alger. Ah oui, oui. Est-ce qu'il a marqué un peu votre vie, votre carrière, Abdelkader Drif? Nous étions très, très complices. Et vous savez qu'il est allé au Maquis et qu'il a été arrêté dans la région. Et moi, à l'époque, on vivait dans un petit village. Donc là, à 12 ans, la Haft, dans le village Benrsoum. Et mon lien à l'extérieur, c'était avec lui. Et avec l'été 54, il y a eu le tremblement de terre à l'Osnam, qui a été terrible. Et c'est là où on voit qu'il y avait une infiltration dans toute la population. Parce que les gens venaient à Douclevier, tout ça, la vie de l'intérieur à la fois. Et elle disait, racontez, il y a un vieillard, un homme avec une barbe blanche qui est sorti comme ça, et qui a harangué les foules, et qui leur a dit,
Donc il y avait cette préparation qui transparaissait dans... Mais on ne savait pas qu'on était à la veille de... Mais mon frère, il était dans les scouts, et le rôle des scouts musulmans a été exceptionnel, oui, Ah, dans la guerre de libération. et maintenant, avec le retour, quand il les envoyait, moi je suivais, mais j'étais une fille, je ne pouvais pas aller. Et il les envoyait, ils sortaient dans la montagne, dans les trucs, pendant 10 jours, 15 jours. Et en fait, je me dis, il devait être un peu au courant, parce qu'il les préparait à la vie dans la nature, comment allumer le feu sans avoir de feu, tout un tas d'actes, comment le secourisme, Une dernière photo d'une personne que vous connaissez bien. Ah, Saadi, Allah yarhamou. Le chef de la zone autonome d'Alger, c'était votre chef, Youssef Saadi? Ça a été un grand chef, il faut lui reconnaître la vérité en tant que chef de la zone autonome d'Alger. Ça a été... ça n'a pas été le chef autoritaire. Il avait une manière de créer des relations entre les militants, entre ces trucs et lui, par l'adhésion, disons. Donc moi, je dois dire que pendant la bataille d'Alger, ça a été un grand chef. Il a eu des décisions très difficiles à prendre. Il a eu le courage de les prendre. Et on a vécu des moments extrêmement difficiles. Et il a toujours fait face. Et il avait un respect absolu pour ses militants et ses militantes. Zola Drif, c'est la fin de cette émission. On a beaucoup parlé du passé. On va terminer avec un mot, le mot de la fin. C'est un mot pour l'avenir. Vous diriez quoi aujourd'hui aux jeunes Algériens, aux jeunes Algériennes qui regardent vers l'avenir, souvent avec espoir, mais parfois aussi avec désespoir? Vous leur diriez quoi aujourd'hui? Écoutez, moi pourquoi avec désespoir? Je trouve que toutes les chances ont été données à cette jeunesse. Mais il faut se battre. Il ne faut pas attendre qu'on leur donne tout. Eh bien, par exemple, moi je vous donne les moyens de faire des études. Mais n'exigez pas de moi qu'à la sortie, je vous garantis le travail, le truc, c'est à vous de le faire, comme dans tous les pays au monde. C'est trop gâté, nos enfants. Et moi, je vous donne les moyens, mais vous devez, en retour, prendre vos responsabilités. Il faut rejeter cette mentalité d'assister. Je fais de toi un médecin. Ça se trouve nulle part. Mais quand tu arrives, tu as un devoir de rendre au peuple ce qui t'a donné pour être médecin. Et là, je condamne avec force tous ces jeunes à qui on a tout donné et qui estiment qu'il faut, après l'amour, je ne trouve pas du travail, je pars en France, je pars en Angleterre, je pars. Il faut les comprendre aussi, ça veut dire on ne peut pas condamner comme ça de manière générale tous les jeunes. Parfois, il y a des attitudes qui peuvent être comprises, d'autres qui ne peuvent pas être comprises. Mais vous insistez, Zohra Drif, vous insistez sur l'avenir du pays qui doit être bâti par ces jeunes, c'est ça? C'est ce que je veux dire. Ouais. Il faut accepter non mais il faut
Parce qu'il faut accepter que chacun peut sacrifier quelque chose pour ce pays. Si à l'époque, les jeunes, ils avaient quand même... donc les jeunes, ils avaient 17 et 18 ans, qui ont été exécutés à la guillotine. Ils prenaient des risques. Eh bien, tu prends un risque. أنا نخليك، أنا نوكلك، أنا نشربك، بلادك بلادك. Donne-lui quelques années de ta vie. ما حرام عليهم. أنا يقدروا يزعفوا. ما أنا نقول لهم عندكم واجب. معليش. ومن بعد كي رديتوا لها واش مدت لكم؟ يعني vous avez aidé les nouvelles générations parce que vous êtes, c'est l'ère du temps, vous avez la vision de l'avenir. On est dépassé, qu'on le veuille ou non. Je suis sûr, vous êtes dépassé par vos enfants. Vous avez un autre regard. Donc ils ont le regard du moment. Vous devez. On va d'après tout. Mais haram. Merci Zohra Dref Mita d'avoir été l'invité de One to One. Merci pour ce témoignage poignant, important pour nous et pour les générations à venir et peut-être à très bientôt. Merci. Merci. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de parler. Et là, j'ai l'impression de parler un peu seul, mais Manish, de me dire, nos jeunes sont encore en contact avec les générations de leurs grands-pères et de leurs pères. Merci Zohra Dref. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.